Bienvenue à tous ceux qui se sont arrêtés pour écouter cette histoire. Ce que vous allez découvrir est un récit d'époque passée qui nous apporte des réflexions profondes sur la dignité, la véritable valeur de la beauté et le courage d'aimer quand le monde entier l'interdit. Une histoire qui, bien qu'ancrée au XVIIe siècle, résonnera dans vos cœurs comme si elle s'était déroulée hier. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Dites-le dans les commentaires. Et si vous appréciez ces histoires que je partage avec tant d'attention, je vous serai infiniment reconnaissante de vous abonner et de laisser un like pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Tolède, Espagne, 1773. Le ciel de Tolède se déchirait en teinte cuivrée. Mateo Sánchez, 28 ans, portant sur ses épaules des années lourdes comme des sacs de blé fraîchement récoltés, entendit la sentence qui allait changer le cours de sa vie. Ses mains, témoins silencieux de longs travaux dans les champs castillans, se tordaient sous le poids invisible d'une accusation mensongère. Il n'avait pas volé cette bague en or dans la maison du maire, mais les mots du juge tombaient sur lui comme des pierres. Mateo fut condamné à servir au palais de Santa Clara, jusqu'à ce que Sa Majesté en décide autrement. Le silence qui suivit était si dense qu'il pouvait être tranché avec la même dague que l'officier portait à sa ceinture. Dans cette petite salle imprégnée de l'odeur de cire et de bois ancien, Mateo gardait les yeux fixés sur le sol en pierre usée. Sa dignité, unique trésor que personne ne pourrait jamais lui enlever, l'empêchait de supplier. Le juge Dom Bernardo, un homme au regard acéré et aux mains dodues ornées d'anneaux, ironie du sort, évitait de croiser le regard du condamné. Dehors, la vie continuait. Les marchands annonçaient leurs marchandises sur la place du marché, les cloches de la cathédrale marquaient le passage inexorable des heures et les enfants jouaient, inconscients de l'injustice qui se déroulait à quelques mètres de leur rire. Pour Tolède, c'était un jour comme un autre pour Mateo, la fin d'une vie et le début forcé d'une autre. Cette nuit-là, dans la cellule humide où il attendait son transfert, Mateo contemplait à travers une petite fenêtre grillagée comment les étoiles semblaient se moquer de son malheur, si lointaines et indifférentes. Ses pensées volaient vers sa petite cabane, les champs qu'il avait cultivés depuis l'enfance, l'odeur de la terre après la pluie. Que va-t-il m'arriver dans ce palais, se demandait-il, tandis que ses doigts traçaient des dessins invisibles sur la pierre. Les rumeurs sur Santa Clara décrivaient un lieu aussi beau qu'implacable, où les serviteurs n'étaient guère plus que des ombres condamnées à se mouvoir dans un silence perpétuel. Lorsque le premier rayon de soleil traversa la fenêtre, dessinant un rectangle doré sur le sol de sa cellule, Mateo comprit que la liberté, comme la lumière, pouvait être présente tout en restant inaccessible. La carriole avançait sur le chemin pierreux avec la même résolution qu'un bourreau se dirigeant vers l'échafaud. À travers la petite fenêtre, Mateo voyait les paysages changer, les champs arides de Castille cédaient la place à des jardins soigneusement aménagés, présage de la beauté artificielle qui l'attendait. Après 2 jours de voyage, le palais de Santa Clara surgit devant lui comme une apparition d'un autre monde, bâti dans une pierre si claire qu'elle semblait briller de lumière propre. Ses colonnes élégantes et ses tours majestueuses défiaient le ciel, rappelant aux mortels leur insignifiance. Le cocher, homme de peu de mots et de sourires rares, arrêta la carriole devant une porte latérale, loin de l'entrée principale réservée aux nobles et dignitaires. « Nous sommes arrivés », dit-il simplement, avant d'indiquer d'un geste brusque que Mateo devait descendre. Un majordome d'un âge indéfinissable attendait à l'entrée. Son visage, masque impénétrable, taillé par des années de service, ne trahit aucune émotion en accueillant le nouveau serviteur. « Mateo Sánchez », dit-il d'une voix monotone, comme s'il constatait un fait inévitable. « Oui, monsieur », répondit Mateo, tentant de conserver sa dignité malgré la magnificence du palais. « Je suis Esteban, majordome principal. Suivez-moi. » Ils traversèrent des couloirs interminables décorés de tapisseries racontant bataille et chasse, et des salles où la lumière se filtrait à travers des vitraux colorés, créant des motifs impossibles sur les sols en marbre et les escaliers si larges qu'ils semblaient dessinés pour des géants. Le silence était absolu, seulement brisé par l'écho de leurs pas et le murmure occasionnel des rideaux mouvant sous de faibles courants d'air. « À Santa Clara, » expliqua Esteban sans se retourner, « nous servons directement la famille royale. Vous avez été assigné au service personnel de la princesse Amara, fille de Sa Majesté le roi Léon et héritière du trône. » Le cœur de Mateo bondit. Une simple paysan accusé de vol, désormais au service de la future reine.
Esteban s'arrêta devant une porte de bois sombre, sculptée de motifs floraux. Les règles sont simples, ne jamais regarder directement la princesse, ne parler que si l'on vous le demande, ne jamais toucher à ses affaires sans permission. Et surtout, jamais, sous aucune circonstance, ne mentionner le voile. Matteo, incapable de retenir sa question, murmura « Le voile ?» Une ombre traversa le visage du majordome. « Vous comprendrez bientôt, » répondit-il. « Voici vos appartements. Reposez-vous aujourd'hui. Demain, vos tâches commenceront à l'aube. » Cette nuit-là, allongé dans un lit plus confortable que prévu mais infiniment plus solitaire, Matteo sentait qu'il avait pénétré dans un monde où chaque geste avait un poids et chaque mot une conséquence. À travers la petite fenêtre de sa chambre, il aperçut une partie des jardins illuminés par la lune. À une distance, il crut distinguer une silhouette solitaire, enveloppée de sombres vêtements, immobile comme une statue dans la nuit. La première fois que Matteo vit la princesse Amara, le monde sembla s'arrêter un instant. Il était dans les appartements royaux, préparant le feu de la cheminée, comme on le lui avait indiqué, quand la porte s'ouvrit sans avertissement. D'abord entra Donna Teresa, dame de compagnie, femme au visage affûté et aux yeux vigilants, qui semblait observer chaque détail de la pièce. Derrière elle, comme une ombre née de la pénombre elle-même, apparut la princesse. Amara, de la maison de Bourbon-Savoie, héritière du trône d'Espagne, marchait avec l'élégance naturelle de celle qui porte la royauté dans le sang. Sa robe de soie bleu foncé murmurait sur le sol comme des confidences échangées entre amants. Ses mains blanches et délicates émergeaient des dentelles comme des fleurs d'hiver. Mais ce qui captiva Matteo, fit battre son cœur plus vite, fut le voile. Noir comme une nuit sans étoiles, si épais qu'il était impossible de deviner ses traits. Le voile recouvrait entièrement le visage de la princesse, descendant presque jusqu'à sa poitrine. Matteo comprit que ce n'était pas un simple ornement, mais une barrière délibérée entre elle et le monde. Se rappelant les instructions, Matteo baissa immédiatement les yeux, se concentrant sur les flammes naissantes qui commençaient à lécher les bûches. Mais même sans le regarder, il percevait la présence d'Amara dans la pièce, le léger parfum de jasmin qui l'accompagnait, le son doux de sa respiration, la tension qui émanait d'elle comme un chant invisible. « C'est nouveau ?» demanda la princesse, sa voix étonnamment mélodieuse contrastant avec la rigidité de sa posture. « Oui, Votre Altesse » répondit Donna Teresa avec une révérence. Matteo Sanchez est arrivé hier de Tolède, pour remplacer Miguel. Un silence suivit, durant lequel Matteo sentit le poids d'un regard invisible à travers le voile. « Bien, dit enfin Amara, éteignez le feu et retirez-vous. » Plus tard, lors du dîner dans la cuisine du palais, Matteo entendit pour la première fois les rumeurs circulant parmi les serviteurs. Assis dans un coin avec un plat de ragoût, il tendit l'oreille lorsqu'on évoqua la princesse. « On dit qu'elle est folle », chuchota une jeune servante à une autre, couvrant sa bouche comme si les murs pouvaient entendre. « Ne dites pas de bêtises », répondit un vieux cuisinier en essuyant ses mains sur son tablier. « Elle n'est pas folle, elle est maudite. J'ai vu son visage une fois, des années auparavant, avant le voile. Certaines choses valent mieux être oubliées. » Une troisième voix, appartenant à une femme plus âgée que Matteo n'avait jamais vue, intervint. Elle est si seule que le silence est devenu son seul compagnon. Lorsque les serviteurs remarquèrent que Matteo écoutait, ils gardèrent le silence, lui lançant des regards d'avertissement. Le message était clair, les secrets du palais devaient rester enfouis sous des couches de silence et de peur. Cette nuit-là, allongé sur son lit étroit, Matteo se souvint de la silhouette élancée de la princesse et de la dignité avec laquelle elle portait son voile noir. Il se demanda quelle douleur pouvait pousser quelqu'un à se cacher ainsi du monde. D'une certaine manière, cette femme voilée lui rappelait les statues de saints couvertes pendant la semaine sainte dans son village, figures de souffrance cachées, qui semblaient plus touchantes précisément parce qu'on ne pouvait les voir complètement. Dehors, la lune illuminait les jardins du palais. Quelque part dans cette forteresse de pierre et de secrets, la princesse voilée contemplait peut-être aussi la nuit, si proche et pourtant si lointaine comme les étoiles elles-mêmes. Les jours au palais de Santa Clara s'écoulaient comme des perles d'un chapelet, identiques en apparence, mais chacun portant sa petite marque distincte pour ceux qui savaient observer. Matteo apprit rapidement la chorégraphie invisible du service, quand être présent et quand disparaître, comment anticiper les besoins sans se faire remarquer, comment exister sans vraiment exister. Un après-midi,
alors qu'il rangeait du bois pour les cheminées dans un hangar proche des jardins, une voix brisée par les années le surprit, « Vous êtes le nouveau, celui qui sert la princesse. » Matteo se retourna et vit une femme âgée, voûtée comme un saule sous le poids des années. Ses yeux, cependant, conservaient une vivacité qui contrastait avec son corps fragile. « Oui, madame, » répondit Matteo en inclinant légèrement la tête en signe de respect. « Je suis Donna Margarita », se présenta-t-elle en s'asseyant avec difficulté sur un petit banc près de la porte. « J'ai servi dans ce palais pendant 50 ans, jusqu'à ce que mes os décident que c'était assez. » Il y avait quelque chose dans cette vieille femme, un mélange de dignité et de proximité, qui fit que Matteo se sentit immédiatement à l'aise. « Je vous ai observé, » continua-t-elle. « J'ai le regard de quelqu'un qui cherche à comprendre, pas seulement à voir. » « Et le vôtre, pour la princesse, sans jamais la regarder directement. »« Bien sûr. » Matteo sentit ses joues s'enflammer. « Je ne fais que mon devoir, madame. » Donna Margarita corrigea doucement, « La curiosité n'est pas un péché, jeune homme, même si dans ce palais, elle semble parfois l'être. » Elle fit une pause et regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Vous voulez savoir à propos du voile, n'est-ce pas? » Tous veulent savoir en arrivant. Le cœur de Matteo fit un bond. « Ce n'est pas à moi de poser des questions sur la princesse. »« Non, ce n'est pas le cas, » acquiesça la vieille dame. « Mais je vais vous le dire quand même, car les secrets trop longtemps gardés pourrissent comme des fruits oubliés dans la réserve. » Ainsi, tandis que l'après-midi mourait en ton doré sur les jardins du palais, Donna Margarita raconta la vérité sur Amara. Elle avait 16 ans, commença l'ancienne, et elle était le joyau d'Espagne, belle comme l'aube, avec un rire qui faisait sourire même les vieux courtisans à leur insu. Cette nuit-là, lors de la fête du solstice d'été, la salle principale brillait de 1000 bougies. Amara portait une robe couleur ivoire qui la faisait paraître comme une apparition. Donna Margarita fit une pause, ses yeux se mouillant en se souvenant. Personne ne sut comment le feu avait commencé. Peut-être une bougie trop proche d'un rideau, peut-être une négligence. Le fait est qu'en quelques minutes, les flammes dévoraient la salle ouest. Une jeune servante, à peine une enfant, resta prisonnière des flammes. Tous criaient, mais personne ne bougeait. Sauf Amara. Sans réfléchir, elle se jeta dans les flammes. Elle réussit à sauver la fillette, mais sa voix se brisa. Un rideau en feu tomba sur elle, sur son visage. Matteo frissonna en imaginant la scène avec une clarté douloureuse, la panique, les cris, la chaleur insupportable, au milieu de tout cela, une jeune princesse affrontant le feu avec un courage que beaucoup d'hommes envieraient. Et ses cicatrices? Osa demander Matteo. Sont-elles profondes? Donna Margarita acquiesça. Les cicatrices laissées par les flammes n'étaient pas seulement physiques. Elles portaient la mémoire de la bravoure et de la solitude d'Amara. Matteo, assis sur son lit, contemplait le voile noir qui cachait encore le visage de la princesse, se demandant quelle douleur et quel secret ce voile protégeait du monde. Chaque jour au palais, Matteo observait attentivement la chorégraphie silencieuse du service. Apprendre à anticiper les besoins de la princesse sans jamais se faire remarquer était un art délicat, mélange d'attention, de respect et d'humilité. Les couloirs, les escaliers et les salles se transformaient en un labyrinthe de devoirs invisibles où chaque faux pas pouvait attirer la colère ou le mépris. Un après-midi, alors qu'il préparait le bois pour les cheminées près des jardins, Matteo fut surpris par une voix vieille et cassée, « Vous êtes le nouveau qui sert la princesse. » Se retournant, Matteo vit Donna Margarita, l'ancienne servante qui avait tant d'années de palais derrière elle. « Oui, madame, » répondit-il respectueusement. « J'ai servi ici 50 ans, » dit-elle, s'asseyant difficilement sur un banc. « J'ai observé beaucoup de choses. Vous êtes attentif, mais souvenez-vous, il ne suffit pas de voir, il faut comprendre. » Donna Margarita lui parla des secrets du palais, des routines invisibles et du voile de la princesse. Elle expliqua que la curiosité n'était pas un péché et que parfois, comprendre les mystères cachés derrière les apparences était essentiel pour bien servir et protéger. Matteo écoutait attentivement, sentant une profonde connexion avec cette femme sage et expérimentée. Ainsi, au fil des jours, Matteo apprit à naviguer dans ce monde où chaque geste, chaque regard et chaque mot avaient un poids.
Il comprit que servir la princesse n'était pas simplement une question de tâche physique, mais une danse délicate entre observation, discrétion et respect absolu. Avec le temps, Matteo commença à percevoir les petites nuances du palais. Les couloirs silencieux, les escaliers majestueux et les salles immenses ne lui paraissaient plus intimidants, mais plutôt comme un théâtre où chaque mouvement devait être précis, chaque geste mesuré. La moindre erreur pouvait attirer l'attention et briser l'équilibre fragile du service royal. Une journée d'été, alors qu'il balayait les terrasses des jardins illuminés par le soleil, Matteo remarqua l'attention délicate avec laquelle la princesse Amara se déplaçait. Son voile noir flottait légèrement, comme une ombre protectrice, et ses yeux, lorsqu'il les entrevoyait, exprimaient une profondeur que peu d'êtres humains connaissaient. Matteo comprit que ce voile n'était pas seulement un obstacle pour les autres, mais une armure pour elle-même, une frontière entre son intimité et le monde extérieur. Donna Margarita continuait de partager avec lui des fragments de l'histoire du palais. Elle parlait des fêtes somptueuses, des intrigues silencieuses entre serviteurs et courtisans, et des moments où la vie semblait suspendue dans un souffle. Matteo écoutait, absorbant chaque détail, sachant que chaque fragment de connaissance lui permettrait de naviguer plus habilement dans ce monde clos. Un soir, alors qu'il préparait le dîner dans les cuisines du palais, Matteo entendit les murmures des autres serviteurs. Certains racontaient des histoires sur la princesse, des récits mêlant peur et admiration. On dit qu'elle est différente, chuchotait une jeune servante. Elle ne sourit jamais à personne. Ce n'est pas vrai, répondit une autre. Elle est courageuse et loyale, mais elle porte un fardeau que nous ne comprenons pas. Ces conversations éveillaient en Matteo un mélange de curiosité et de respect. Il comprit que derrière le voile et les murs du palais se cachait un monde de douleur, de courage et de secrets que peu avaient la chance de voir. Chaque jour, il se rapprochait un peu plus de la réalité complexe et fragile de la vie d'Amara. Avec les semaines, Matteo commença à comprendre que chaque geste de la princesse Amara était mesuré, réfléchi et empreint de prudence. Même ses mouvements les plus simples, comme ajuster ses vêtements ou passer un rideau, semblaient chargés d'une signification cachée, comme si elle parlait à travers un langage que seuls quelques élus pouvaient comprendre. Matteo apprit à observer sans jamais interférer, à deviner sans poser de questions. Un après-midi, alors qu'il nettoyait les sols du grand hall, il aperçut la princesse sur la terrasse. Le voile noir flottait doucement autour de son visage, et ses mains effleuraient les fleurs comme si elle communiquait avec elles en silence. Matteo ressentit un étrange mélange d'admiration et de tristesse. Ce voile, protecteur et isolant, représentait toute la solitude de la princesse, un mur qu'aucun serviteur ne pouvait franchir. Donna Margarita, fidèle guide et confidente de Matteo, continua de lui révéler des fragments de la vie royale. Elle parlait de rituels anciens, de fêtes fastueuses où chaque sourire et chaque regard étaient calculés, et des sacrifices invisibles faits par ceux qui portaient le sang royal. Matteo écoutait avec attention, sachant que chaque mot lui offrait une clé pour comprendre la complexité du palais et la fragilité de la jeune princesse. Une nuit, alors qu'il organisait les lampes du couloir principal, Matteo entendit des murmures inhabituels venant des appartements de la princesse. Il s'approcha, silencieux comme toujours, et perçut des mots chargés d'émotion et de secrets. « Personne ne doit savoir », chuchotait une voix. « Je sais », répondit une autre, « mais il faut protéger ce qui reste. » Matteo recula, conscient d'avoir entendu quelque chose qu'il ne devait pas. Ce soir-là, il comprit encore plus profondément la précarité et l'intimité de la vie derrière le voile. Petit à petit, Matteo sentit qu'il ne servait plus simplement la princesse, mais qu'il observait un monde fragile où la loyauté, le courage et le silence étaient les véritables piliers de la survie. Chaque jour apportait une nouvelle leçon sur la dignité, la patience et la compréhension des autres, surtout de ceux dont la vie semblait inaccessible. Avec le temps, Matteo comprit que la vie de la princesse Amara ne se mesurait pas seulement à travers ses actions visibles, mais à travers tout ce qu'elle cachait derrière son voile noir. Chaque silence, chaque détour de regard, chaque sourire absent racontait une histoire que peu de gens étaient autorisés à connaître. Matteo apprit à interpréter ces signes silencieux avec respect et discrétion. Un matin, alors qu'il nettoyait les escaliers menant au jardin, il surprit Amara en train d'observer les oiseaux depuis une fenêtre élevée. Le soleil jouait sur les plumes, créant un éclat doré qui semblait presque irréel. Matteo sentit une étrange sérénité et une profonde mélancolie dans ce moment.
Il comprit que la princesse trouvait dans ces instants solitaires un refuge loin du regard du monde, un espace où elle pouvait respirer sans contrainte. Donna Margarita continua de transmettre son savoir sur le palais et ses secrets, racontant des anecdotes sur les anciens serviteurs, les fêtes mémorables et les dangers silencieux qui guettaient chaque erreur. Matteo réalisa que sa place dans ce monde n'était pas simplement de servir, mais de comprendre, de protéger et d'apprendre la patience et la loyauté. Une après-midi, un incident survint qui marqua profondément Matteo. Une flamme provenant d'une bougie dans la salle d'études prit accidentellement sur un tapis ancien. Avant que quiconque ne puisse réagir, Amara, fidèle à son courage, intervint pour contenir le danger, rappelant la première fois où elle avait affronté le feu pour sauver une jeune servante. Matteo assista à son action avec une admiration renouvelée, conscient que la bravoure d'Amara ne se mesurait pas seulement par les grandes cérémonies, mais par ses gestes silencieux et déterminés. Les jours se succédaient, et Matteo apprit que la vie au palais de Santa Clara n'était pas seulement une leçon de service et de discipline, mais aussi une étude de l'humanité, de la résilience et de la dignité cachée derrière chaque voile, chaque regard et chaque secret. Et tandis qu'il observait Amara, toujours enveloppée de son mystère, il comprit que la véritable beauté n'était pas visible, mais ressentie, dans le courage, la patience et la profondeur de l'âme humaine. Et vous, que ressentez-vous face à quelqu'un dont la force et la beauté sont cachées derrière un voile ? Partagez vos pensées dans les commentaires.